Bonjour à tous, je vais donc vous présenter le groupe Indexation de l'Institut de recherche et d'innovation auquel je contribue, bien sûr avec Bernard, Vincent et Ars Industrialis, oui, et beaucoup d'autres personnes ici, Simon Lincel, Ariane Mayer qui m'a aidé à écrire cette présentation, qui n'a pas pu venir malheureusement, et bien d'autres encore. Et donc je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il est déjà tard et qu'il y a d'autres personnes, notamment Simon, qui doivent faire des interventions. Et donc je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que le groupe Indexation. Le groupe part du constat que si les technologies d'éducation, de recherche, de transmission de savoir se développent, elles vont faire émerger des complexes d'objets temporels, comme la musique, les films, etc., et d'objets spatiaux, comme les textes, qui vont s'articuler les uns avec les autres de plus en plus fortement. Et donc le groupe Indexation étudie et expérimente ce phénomène à travers une méthode de recherche contributive. Je donnerai quelques indications sur ce que nous appelons la recherche contributive dans un instant. Mais nous pensons en outre qu'il faut réfléchir. Ça va ? Nous pensons en outre qu'il faut réfléchir à un modèle différent des MOOCs qui se développent actuellement et qui développent et dans lequel les rétentions psychiques de chaque élève ne sont pas envisagées dans leur confrontation, leur polémique ou leur différence, mais donnent lieu à une élaboration standardisée du savoir, ou plutôt du savoir-faire, qui néglige la variabilité des processus dialogiques. Donc on essaye de développer quelque chose de différent face à ça. Et nos objectifs pourraient se résumer en 2 points. Tout d'abord, produire un relevé général des pratiques de l'annotation textuelle sur papier comme sur numérique au sein d'une communauté de travail académique. C'est principalement l'activité que nous avons eue cette année. Et poser à partir de ce relevé les bases de la création d'un nouveau standard d'annotation textuelle contributive. Je vais juste vous donner quelques aspects sur notre méthodologie. Comme je le disais à l'instant, notre méthode de travail consiste en une recherche contributive, c'est-à-dire une recherche qui est liée au concept de recherche-action, représenté en France par la clinique de la Borde principalement, d'économie contributive et d'organologie générale dont on a déjà parlé auparavant. Nous avons cette année articulé un séminaire qui se réalisait à la fois, notre recherche s'articulait par un séminaire mais aussi par un atelier pratique qui était associé. C'était un travail sur 3 mois avec 10 participants, un travail d'analyse, de pratique d'annotation sous forme de tableau. Et donc nous avons sans cesse tenté de faire évoluer la méthodologie de l'atelier en fonction des retours. Voilà, c'est ce qu'on peut dire principalement sur notre méthode. Maintenant, je vais très rapidement vous présenter un aperçu du travail réalisé cette année à travers une sélection d'entrées théoriques. Et à commencer par notre base qui consiste... l'entrée elle-même, c'est l'annotation et les différents types de rétention. Selon Bernard Stiegler, il existe une relation de dépendance entre rétention primaire, donc la perception, la sélection, la rétention secondaire, donc la mémoire, et la rétention tertiaire, donc le support technique. Et là, nous évoquerons simplement les points suivants. Tout d'abord, la rétention primaire est une façon de percevoir propre à chaque individu.
Par exemple, si 10 personnes annotent le livre d'un même auteur, aucune annotation ne se ressemblera. Toutes liront la même chose, mais elles ne sélectionneront et ne hiérarchiseront pas l'information de la même manière. En d'autres termes, l'annotation est une précatégorisation du texte qui sert à ordonner ma lecture et à produire sur ce que je lis mon propre discours. Et le groupe indexation fait un lien entre ce concept de rétention primaire et la pratique de l'annotation. Le deuxième point, c'est donc de dire qu'une science est un savoir collectif. Ainsi, un géomètre ne peut pas se permettre d'aborder sa discipline simplement à travers ses critères individuels. Il doit tenir compte de la communauté critique de son domaine d'étude. Cela signifie que les géomètres possèdent des rétentions secondaires collectives, autrement dit une mémoire collective, ainsi qu'un ensemble de règles qui peuvent se transmettre. Et le groupe indexation explore et étudie la formation de ces rétentions secondaires collectives à partir de la lecture et de l'annotation de texte. Et enfin, la rétention tertiaire alphabétique, c'est-à-dire plus simplement l'alphabet, est la condition de la construction de la rationalité, donc de la science. En tant que pharmacone, à la fois remède et poison, elle doit être accompagnée d'une thérapeutique définie par une discipline. Dans le groupe indexation, nous recherchons un nouveau type de rétention tertiaire qui soit contributive. Donc la seconde entrée que j'aimerais très rapidement vous présenter concerne l'annotation et le processus de transindividuation. Donc, la catégorisation par l'annotation possède un potentiel social et collectif qui se réalise à travers ce que Bernard Stiegler nomme le processus de transindividuation. Ce passage des jeux, donc la co-individuation au nous, la transindividuation, se produit à travers une controverse, une polémique qui donne lieu à un processus de négociation permettant de révéler les accords ou les désaccords sur un choix de catégorisation, par exemple autour d'une interprétation nouvelle d'un texte philosophique. Des métastabilisations de règles peuvent ensuite s'opérer pour éventuellement mener à un enseignement, par exemple l'enseignement d'un nouvel état des connaissances philosophiques. Donc la troisième entrée concerne la pharmacologie positive de la notation textuelle numérique. Donc le groupe indexation souhaite concevoir une pharmacologie positive se traduisant par des dispositifs spécifiques, une nouvelle PAIDA, une indexation collective, permettant à l'individuation psychique et collective de ne pas tomber dans les excès bottom-up et top-down qui la menacent. Pour cela, il faudrait reconsidérer le modèle initial de la République de Platon, qui a engendré ces deux excès antithétiques. Une critique du paradigme top-down absolu que dépeint cet ouvrage, et par conséquent du bottom-up intégral auquel il est lié selon un rapport d'opposition binaire, permettrait en effet de surmonter un blocage qui nous empêche de saisir le numérique dans sa juste ambivalence. La question a été traitée dans Pharmacon, dans les cours de pharmacon.fr de cette année. C'est en revenant à la pensée socratique, à cet intermédiaire entre l'individuation psychique et l'individuation collective que constitue la co-individuation dialogique, que l'on pourra concevoir le numérique comme une réelle technologie de transindividuation qui garantit la genèse articulée de l'une et de l'autre. Cette co-individuation passe par la création d'outils spécifiques qui permettent de réguler le processus de transindividuation propre à la grammatisation numérique, c'est-à-dire dans notre cas, la création d'un nouveau standard d'annotation textuelle contributive. À noter que nous ne développons pas un modèle théorique de l'annotation à l'opposé de l'automatisation. Il faut au contraire voir comment les deux s'agencent. L'entendement est automatisable, c'est du calcul, tandis que l'herméneutique doit faire l'objet d'une annotation contributive. La dernière entrée théorique que je vous présenterai brièvement concerne la précatégorisation et l'annotation.
Donc, nous ne cherchons pas à produire de table des catégories, car nous pensons qu'il n'y a pas de catégorie fondamentale de lettres. En revanche, il existe un processus de précatégorisation, c'est-à-dire de sélection primaire, qui se fait à partir de l'idiolecte de chaque individu. L'idiolecte est une organisation spécifique des rétentions secondaires. Chacun d'entre nous a des souvenirs spécifiques, des savoirs spécifiques, des expériences spécifiques que nous organisons tous de façon spécifique. Lorsque nous lisons et annotons un texte, nous précatégorisons en fonction de cela. Ces précatégorisations, qui illustrent des points de vue idiolectaux, peuvent ensuite, par un processus de transindividuation, tendre à se synchroniser plus ou moins jusqu'à un certain point qui donne lieu à de la catégorisation, c'est-à-dire de l'invention catégoriale. Donc la grande question que nous posons, c'est la question des technologies de transindividuation qui sont donc notre défi. Et donc ça donne notamment lieu à des questions de granularité et de généricité qui permettent de faire de la création catégoriale. Je pourrais très brièvement vous donner des exemples de nos pistes en vue d'un prototypage. Je vais être très rapide. Tout d'abord, sur les relevés des primitives d'un texte. Donc, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction aux travaux du groupe, nous nous intéressons à l'activité de précatégorisation. Lors d'une annotation, cela se réalise en particulier quand le lecteur relève certaines primitives du texte, c'est-à-dire lorsqu'il décide de donner de l'importance à un passage précis du texte, par exemple en le surlignant. Et à ce stade de nos recherches, nous pensons que la base de notre prototype devrait se situer du côté de ce constat et non pas dans la création de nouvelles catégories. Et peut-être que Vincent ou Christian voudront intervenir sur ce point précis dans la discussion. Et la deuxième chose que je pourrais ajouter très simplement, c'est que dans notre maquette, des questions d'interprétation devraient se formuler de façon contributive ou automatique, par exemple selon des algorithmes de relevé de passages intersectants, un peu comme on parlait auparavant lors de l'atelier produit d'objets intersectants. Là, on pourrait imaginer parler de mots intersectants, c'est-à-dire de mots qui ont des résonances différentes, suivant qu'on est ingénieur ou philosophe, par exemple. Des mots qui posent question. Et donc, on pourrait ainsi, sur un même passage d'un livre de psychologie, par exemple, avoir les points de vue de cliniciens ou de comportementalistes et voir la discussion qui se crée à partir de là. Donc, ce sont deux pistes. Il y en a bien sûr d'autres dont je pourrais éventuellement vous parler, mais qui me semblent un peu secondaires par rapport à ces deux-là. Et donc, je conclurai là-dessus et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Voilà.